Voilà, donc il me revient de clôturer la partie scientifique de ce colloque. Euh, et, euh, et donc l'idée, c'est d'arriver à vous proposer une synthèse possible du travail qui a été fait dans le cadre de ce projet fluide, intégré à ce projet Convergence, hein, où on a essayé de faire ce que Sylvain Calassou a appelé de la géochimie structurale. Donc ce travail, évidemment, était fait avec toute une équipe, l'équipe Fluide, que je remercie déjà par avance. Et je m'excuse aussi auprès de ceux dont je ne vais pas présenter le travail, puisque dans cette synthèse, il a fallu faire des choix. Euh, le, L'histoire finalement pyrénéenne et l'histoire des découvertes d'hydrocarbures dans la région Aquitaine, eh bien, c'est l'épopée du gaz de lac qui a été donc découvert dans les années 50 et un gisement considérable à l'échelle nationale, puisque pendant une période, à peu près un quart du gaz consommé en France venait de ce gisement. Ce qui fait que certains ont dit que le territoire du Béarn devenait The French Texas. Alors pourquoi on a eu ce système pétrolier dans cette région-là du bassin d'Aquitaine? Eh bien, finalement, en le revisitant dans le cadre de ce projet, on s'aperçoit d'abord qu'il y a une forte asymétrie, finalement, quand on regarde la chaîne pyrénéenne et au nord, ce bassin d'Aquitaine, et au sud, un bassin espagnol qui est beaucoup moins prolifique en hydrocarbures, puisqu'on en a fait des découvertes extrêmement faibles donc au sud des Pyrénées. Si on regarde principalement un axe nord-sud passant par Pau ou par Lac, par exemple. Donc d'abord un système prolifique en hydrocarbures au nord, mais également des faits diagénétiques, des éléments fluides dits très différents du nord par rapport au sud. Je parlerai d'abord par exemple de la dolomitisation qui est intense au nord et qui n'existe pratiquement pas du côté du sud où on a surtout des cimentations calcitiques. On a parlé avec l'exposé de Guillaume Barré de la présence de l'H2S dans nos réservoirs. Et cet H2S, également, Guillaume a présenté les liens qu'on peut faire avec finalement la genèse de certains karsts. Les températures et leur distribution à l'échelle du bassin sont également différentes et on a parlé donc de toutes les températures héritées liées au rifting principalement et je vais revenir aussi sur ce point et qui dit température qui augmente, ça peut aussi faire monter la pression dans le système et aller jusqu'à la fracturation des roches, donc un fracking hydrothermal et ces températures sont toujours présentes dans un système post-orogénique actuel puisqu'on observe du thermalisme et des dépôts minéraux toujours aujourd'hui dans ces systèmes. Et enfin, un dernier point qui a été découvert de ce côté des Pyrénées, c'est finalement la preuve qu'il existait un système abiotique à hydrogène et à méthane abiotique donc au nord des Pyrénées. Alors, je vais m'attacher à essayer de décrire un peu cette histoire des fluides en replaçant donc cette histoire dans une perspective géodynamique. Vous reconnaissez donc les petits cartoons qui présentent donc l'évolution soit en divergence, soit en convergence de notre système. Et pour ce qui est de mon histoire fluide, je vais principalement m'attacher à 4 épisodes qui sont donc un rift précoce, une phase d'hyperextension, puis une convergence avec donc la création de la chaîne de la chaîne de montagne avec donc le sein orogénique, et enfin une période de quiétance avec le post-orogénique. Si on essaye de voir un peu quels ont été finalement les résultats majeurs de notre étude, eh bien un fil rouge, ça a été finalement la présence de ce manteau dans la structure même des Pyrénées, mais aussi dans notre histoire fluide. Une histoire du manteau qui génère évidemment une thermicité particulière, anormale, dans les roches sédimentaires, qui va favoriser la maturation de la matière organique et produire les hydrocarbures. Qui dit hydrocarbures, à condition qu'on ait du sel des sulfates, eh bien, nous permet de produire de l'H2S. La chaleur donc va pouvoir aussi favoriser donc la fracturation hydraulique des roches. Qui dit manteau dit également volcanisme, et qui dit volcanisme dit dégazage en CO2, donc un gaz supplémentaire qui présente un risque pour nos recherches pétrolières, puisque parfois on a la malchance de tomber sur des réservoirs riches en CO2.
Mais ce CO2, ça peut être aussi une source de bienfaits, en tout cas dans l'histoire géologique, puisque il va favoriser la production de matière organique grâce à la photosynthèse et du CO2 dans l'eau de mer, pour peu que son acidité soit neutralisée, eh bien, ça favorise la production des carbonates. Le volcanisme peut aussi être un système qui va favoriser certains dépôts salifères. C'est un travail que l'on a également entrepris. Le manteau, bien entendu, peut se serpentiniser du moment qu'il est en contact avec de l'eau. Et cette serpentinisation peut également être à l'origine de dépôts salifères, mais également favoriser donc, la création d'argile magnésienne et favoriser la dolomitisation. On va revenir sur ce point juste après. Et enfin, la serpentinisation donc, va permettre la création d'hydrogène et donc de démarrer un système à hydrocarbures particuliers qui sont donc les systèmes abiotiques. Alors, au niveau de la dolomitisation, on a travaillé avec plusieurs étudiants, et en particulier donc, Geoffrey Motte dans les chaînons béarnais, mais Alexis Banane dans le gisement de Lac, cette problématique de la dolomitisation. Et je voudrais ici mettre en évidence un fait, c'est que finalement, dans pas mal de dolomies qu'on a étudiées, dont vous avez ici une vue en lame mince, et avec différentes phases de dolomitisation, eh bien, si on suit ces dolomies au niveau d'un certain nombre de paramètres, et en particulier les terres rares, eh bien, les terres rares nous enseignent que pour certaines phases, elles sont enrichies en europium. Et cet europium est un bon marqueur d'une origine mantélique du magnésium. Et donc, on va pouvoir avoir un surcroît de magnésium qui va arriver des profondeurs et qui va être influencé par le manteau. Alors, je ne dis pas que tout le magnésium qui fait la dolomitisation vient du manteau. Il y a aussi du magnésium qui vient de l'eau de mer, dans ces systèmes qui sont encore peu enfouis. On a du magnésium qui peut venir des argiles, qui vont pouvoir commencer à se transformer dans le bassin sédimentaire. Et on peut avoir du magnésium qui vient des terrains évaporitiques que l'eau profonde va traverser. Mais le surcroît, par contre, de magnésium qui favorise les précipitations peut être lié donc à des fluides profonds et mantéliques. Alors, avec le travail de Geoffrey Motte et avec l'aide de Guillermo Arao, ils ont réussi à dater les différentes phases de dolomitisation de notre système des chaînons béarnais. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer que on n'a pas trouvé finalement de dolomie qui avait l'âge de la formation, du dépôt de la formation, mais que donc pas de dolomie jurassique dans ce qu'on a pu renseigner, documenter, mais que la première dolomie, ce qu'on appelle la dolomie de remplacement, RD1, eh bien, est un peu plus jeune, 134 millions d'années, et correspond donc à une phase de rift précoce du début du Crétacé. Et puis la dolomie DC4 dont je viens de vous parler, celle qui est enrichie en europium, eh bien cette dolomie, elle, correspond à l'alpien, donc à la phase d'hyperextension et où le rifting est le plus exprimé. Ce qui est intéressant dans notre histoire diagénétique et qu'a documenté Geoffrey, mais on a quelque chose d'assez similaire, d'assez semblable avec Alexis Banane, c'est que après les dolomies, on a d'autres phases qui précipitent, du quartz et des calcites, mais on n'a plus de dolomitisation. Et il va falloir expliquer pourquoi on passe d'un système dolomitisant à des systèmes qui ne dolomitisent plus. Si je reviens à cette dynamique, en fait, cette perspective géodynamique pour mes fluides, eh bien, on a donc le dépôt au Jurassique des roches réservoirs qui nous intéressent, une dolomitisation qui va commencer avec le rifting précoce, mais surtout pendant le rifting le plus intense, et avec un lien donc, qu'on vient de montrer avec le manteau. Et puis, lorsque la convergence commence, eh bien, les phases diagénétiques qui apparaissent vont être du quartz et de la calcite, mais plus de dolomie. Enfin, dans le gisement de Diplac, par exemple, on trouve de l'anhydrite tardive et qui vient en fait d'une injection de saumures triasiques qui sont en fait exprimées, donc poussées dans le réservoir par la compression.
Ce système de dolomitisation et ce lien avec le manteau a été montré dans d'autres endroits. On peut parler par exemple du bassin du Canada de l'Ouest et avec la formation de Mount White, où on a également donc des fluides serpentinisants enrichis en magnésium qui sont décrits par cette équipe de Manchester associée à des Canadiens qui montrent donc ces processus de dolomitisation associés aux fluides profonds et mantélique. Et dans cette étude, on a également donc cette anomalie en europium qui est très très bien marquée pour toutes les phases de dolomie que l'on observe et qui ressemble énormément aux dolomies que l'on a eues dans notre système aquitain. Un autre résultat intéressant, c'est finalement par rapport à la vision qu'avaient nos anciens de l'évolution et de la maturation de la matière organique, par exemple, dans le bassin d'Aquitaine, eh bien, la thermicité, ici, on a pu démontrer qu'il y avait un rôle de l'hydrothermalisme. Dans le papier que Alexis Banan a publié l'année dernière dans Marine and Petroleum Geology, eh bien, on a montré, par exemple, qu'il y avait un excès de chaleur lié à l'hydrothermalisme de plus de 40 degrés dans ce système. Donc, un système où des eaux chaudes, ici liées à la compression éocienne, hein, je suis dans l'axe supérieur, donc à 600 mètres de profondeur, pas très profond, eh bien, on a un apport de calories dans ce réservoir supérieur, également lié à cette activité hydrothermale. Cela nous a permis de définir finalement une évolution de notre gradient thermique en suivant la même horloge de notre géodynamique avec des températures qui vont monter jusqu'à des valeurs très fortes de 150 degrés par kilomètre liées au rifting. Et puis ensuite, le système va refroidir pendant la compression pour arriver à des valeurs de 28 degrés par kilomètre, ce qui est la température, le gradient actuel dans le système. Cette évolution, on l'a documentée dans une publication de Stéphane Renard en 2019 pour le réservoir de Rousse. C'est un système avec ce pic, ce pulse thermique lié au rifting qui a aussi été documenté par exemple par Jean-Pierre Girard en Angola, dans le puits de Puma, où on a un pic thermique qui est associé à de la dolomitisation avec des températures très fortes, qui va également être lié finalement, la maturation de la matière organique et à la production d'hydrocarbures. Eh bien, ce rifting joue un rôle très important donc, dans toute notre histoire thermique et une histoire très différente de celle qu'on peut modéliser si on tient compte uniquement de l'enfouissement. C'est la courbe rouge que vous avez en bas, qui est un modèle d'enfouissement où on va louper finalement le processus thermique lié au rifting si on ne tient compte que de ça. Guillaume Barré vous a présenté donc aujourd'hui, non c'était hier, pardon, l'évolution également d'un autre fluide, hein, donc l'H2S, produit par l'interaction entre les évaporites et les hydrocarbures, et donc là, cette production d'H2S dans le système pendant également l'hyperextension, mais sans doute également, on peut penser qu'on a eu quelques pulses de production d'H2S pendant la phase synorogénique. Et donc, on va avoir une dynamique de nos fluides qui va, avec de l'huile précoce, une production assez rapide de méthane associé à du CO2 lié au rifting, et puis, une fois qu'on a des hydrocarbures disponibles dans le système, une production ici en jaune, avec le soufre en jaune, d'H2S dans ce système au cours de notre histoire Saint-Rift et puis Saint-Orogénique. L'eau était également un fluide qui nous a intéressés et nous avons essayé de travailler sur l'eau produite par les argiles. Et en fait, en travaillant sur les isotopes associés à l'eau, avec le travail de Jessica Strydom et le travail de Joachim Tremosa, nous avons pu montrer qu'en fait, nous avons une production d'eau de deux natures. Une eau produite par compaction, des argiles, donc c'est la pression qui, en appuyant sur la pile sédimentaire, va produire de l'eau. Et cette eau, donc, a une signature isotopique en chlorure qui est modifiée à cause de l'ultrafiltration, mais son oxygène 18 reste celui de l'eau de mer, par exemple. Et puis, il y a de l'eau qui est produite thermiquement lorsque les minéraux argileux donc réagissent et se déshydratent. Et là, c'est une eau qui a une signature en oxygène 18 qui va être différente, qui va être enrichie et qu'on va pouvoir distinguer.
Et finalement, dans notre histoire, on va pouvoir avoir donc une production d'eau par compaction, puis une production d'eau par déshydratation, et enfin, pendant la phase tectonique, la contrainte tectonique va nous permettre de nouveau de produire de l'eau. Et toutes ces eaux qui sont produites, qui sont de l'eau pure ou de l'eau fortement diluée, eh bien, en fait, on l'enregistre dans les inclusions fluides que nous avons étudiées, et ce qui fait que nous avons des inclusions fluides qui parfois sont très salées et qui ensuite sont parfois très diluées, et c'est à cause de ces productions d'eau que l'on arrive à documenter. Enfin, un dernier événement finalement assez intéressant et qui peut d'ailleurs être pour la sécurité de nos puits à prendre en compte, c'est que si vous avez de l'H2S dans un bassin sédimentaire, cet H2S, quand il remonte à travers les couches sédimentaires, va pouvoir rencontrer dans certains cas de l'eau d'aquifère enrichie en oxygène, si cette eau a été de l'eau météorique par exemple, a été en contact avec l'atmosphère. H2S plus O2, ça vous donne de l'acide sulfurique, un des acides les plus forts qui existent sur Terre. Et cet acide, évidemment, en réagissant avec les carbonates, va creuser des galeries, va creuser, comme on le voit très bien sur cette image. Donc ici, on a le passage finalement d'un lac acide ou d'une eau stagnante acide qui fait cette encoche et des dépôts de gypse et de mirabilite que l'on a pu documenter dans ces grottes, la grotte du Nébélé, avec ses cristaux de 30 cm de long. Et donc un dernier événement finalement diagénétique un peu particulier qui était inconnu dans la région d'Aquitaine où il y a beaucoup de grottes. Et nous sommes les premiers à avoir fait le lien avec l'H2SO4. Eh bien, donc la présence de karstes hypogéniques, donc venant par-dessous, creusés à l'acide sulfurique. Et à Lac, il y a eu un forage qui a failli être perdu et qui a arrêté un des chantiers pendant à peu près 3 mois et qui était lié à ces karstes dont l'origine était cet acide sulfurique. Enfin, un des derniers résultats majeurs, c'est qu'en dégazant les eaux thermales d'un bassin sédimentaire, eh bien, on documente très très bien tous les gaz qui circulent dans le sous-sol, que ce soit des gaz biogéniques, que ce soit des gaz thermogéniques. Et puis une découverte aussi que je pense est une découverte majeure, c'est la présence d'un système abiotique démontrant donc la présence d'hydrogène et de méthane abiotique dans notre système. Vous avez ici une vue de l'ampoule que Joachim vous a présenté tout à l'heure, où on voit du gaz qui est en train de s'exprimer dans l'eau thermale. Et bien, ce gaz contient un mélange de tous les gaz finalement que l'on a rencontrés dans la région, du CO2, de l'H2S, mais également du méthane abiotique mais également de l'hydrogène. Et donc, ce sont ces mélanges de gaz là qui nous ont vraiment intéressés et motivés dans ce travail. Et donc, si on replace tous ces gaz dans cette coupe structurale pour essayer de faire une géochimie structurale des gaz, eh bien, on a donc un système ici en verre avec le manteau en position anormalement haute qui va permettre par sa serpentinisation de produire cet hydrogène et ensuite ce méthane abiotique. Et donc, on va pouvoir placer sur notre horloge des événements fluides dans cette horloge géodynamique, eh bien, cette production d'hydrogène lié à la serpentinisation et qui sans doute continue à être une production du bassin sédimentaire. Voilà, il me reste à remercier d'abord tous les jeunes chercheurs qui se sont associés à ce projet. Vous avez une image ici lors de notre workshop à Irati où on a pu réunir toute l'équipe. Je remercie aussi tous leurs encadrants, les universitaires, les experts de Total qui ont participé à ce projet, les chercheurs du BRGM. Je remercie aussi les laboratoires qui ont produit beaucoup de données, et y compris les laboratoires ici de Pau et du CSTJF. Et puis une mention spéciale aussi à notre grand Manitou, notre grand organisateur. Donc, j'ai nommé Sylvain Calassou, donc un grand scientifique qui a eu l'idée de toute cette architecture de projet, une architecture complexe, une architecture très riche, et on est allé jusqu'à imaginer finalement un nouveau type de système pétrolier. Et ça, c'est grâce à l'intuition, je dirais, géniale de Sylvain Calassou. Et je fais une standing ovation à moi tout seul pour Sylvain. Voilà, merci de votre attention.